Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, une femme à la tête de l'Union internationale des télécommunications. C'est peut-être pour bientôt la Mauritanienne Fatimetou Mint Mohamed Salek brique ce poste. Son portrait dans cette édition. La Côte d'Ivoire interdit les sacs plastiques à partir du mois de novembre. Importer, produire et utiliser les sachets ne sera plus toléré dans le pays. Reportage dans un supermarché d'Abidjan où l'utilisation de sacs biodégradables est déjà effective. Intégrer la langue maternelle dans le système éducatif, c'est l'ambition affichée par plusieurs gouvernements africains. Une volonté politique freinée, comme vous le verrez, par plusieurs facteurs tels que le manque de matériel didactique adapté. Nous débutons cette édition en Mauritanie où une femme se prépare à briguer le vice-secrétariat général de l'Union internationale des télécommunications. Elle s'appelle Fatimetou Mint Mohamed Salek et sa candidature est soutenue par plusieurs pays. Voici son portrait, il est signé par notre correspondant sur place, Mohamed Abdellahi Abbé. Une Mauritanienne candidate au poste de vice-secrétaire général de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. Grâce à son parcours riche et distingué, la docteure Fatimetou Mohamed Salek se présente à ce poste. Détentrice d'un diplôme d'ingénieur en informatique et du doctorat en mathématiques appliquées, elle a supervisé en 2000 la campagne nationale introduisant l'Internet en Mauritanie. Première responsable à diriger le poste du secrétaire d'État chargé des nouvelles technologies dans son pays. À 47 ans, cette mère de 4 enfants continue aujourd'hui de travailler auprès des grandes multinationales et structures spécialisées en télécommunications en qualité de consultante. Mes atouts, c'est l'expérience multidimensionnelle, c'est l'ouverture aussi, l'ouverture multiculturelle. C'est un engagement, je le reconnais également, accompagné d'une passion pour ce secteur. Voilà, c'est modestement ce bagage que je voudrais mettre à la disposition de l'Union internationale des télécommunications. Madame Internet, qu'on préfère l'appeler souvent ses amis, semble décider, si elle est élue, à révolutionner le travail au sein de l'UIT, qui est l'institution spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l'information et de la communication. 193 pays y sont membres. Pour l'Afrique et pour les pays du Sud en général, je ferai tout ce qui est de mon pouvoir pour l'inclusion de tous dans la société de l'information. Je militerai également pour réduire les écarts en matière d'utilisation des services, des écarts en matière d'accessibilité économique. Et puis, j'œuvrerai notamment pour le haut débit mobile, au niveau du téléphone mobile, pour qu'il soit à la portée de tous nos concitoyens en Afrique. Beaucoup de Mauritaniens espèrent que la candidature d'Mohamed Salek obtienne l'adhésion des différents pays du monde. Son élection à ce poste prestigieux serait un succès non seulement pour la Mauritanie, mais aussi pour les femmes africaines. Le nouveau vice-secrétaire sera désigné en Corée du Sud à l'occasion de la conférence des plénipotentiaires prévue du 20 octobre jusqu'au 7 novembre 2014. En Côte d'Ivoire, plus de 90 partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo comparaîtront devant la cour d'assises d'Abidjan à partir du 22 octobre. Ils sont poursuivis pour leur rôle dans la crise post-électorale de 2010-2011. Parmi eux se trouve Simone Gbagbo. La date de comparution de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire n'a pas encore été communiquée. Restons en Côte d'Ivoire où le gouvernement lutte contre l'utilisation de sachets plastiques dont les déchets sont estimés à 40 000 tonnes. À partir du mois de novembre, la production, l'importation et l'utilisation de sachets sera interdit. Sans attendre l'application de la loi, certains supermarchés ont déjà instauré les sacs biodégradables. À Abidjan, reportage de notre correspondant Olivier Conan. La distribution se prépare à l'interdiction des sachets plastiques décidée par le gouvernement ivoirien. À compter du 8 novembre, il est interdit de produire, commercialiser, distribuer et utiliser les sachets plastiques non biodégradables en Côte d'Ivoire afin de protéger l'environnement. Une décision que regrette la filière plastique qui pèse 200 milliards de francs de chiffre d'affaires. De leur côté, les supermarchés, grands utilisateurs de sachets plastiques, ont pris des dispositions pour se conformer à la réglementation. Des caisses spéciales, appelées caisses vertes, ont été mises en place pour faire la promotion des cabas réutilisables. Nous avons déjà commencé, sans attendre l'application de la loi,
à utiliser des sachets biodégradables déjà au niveau de nos caisses, au niveau de nos services de vente d'articles divers comme les produits qui peuvent être vendus en charcuterie, en boucherie, aux fruits et légumes, à la pâtisserie où nous donnons des sachets déjà biodégradables et au niveau de nos caisses. Le succès des caisses vertes nécessite un changement de comportement des consommateurs. Ces derniers accueillent favorablement la mesure d'interdiction des sachets plastiques. Les sachets plastiques ne se périment pas, ne se détruisent pas. Il faut plus de 200 ans, c'est ce qu'on m'a dit. Donc vraiment, en tout cas, j'encourage l'initiative des sachets biodégradables. Parce que ça fait propre et puis on n'aura pas pour trop de sachets stockés. Au moins, on peut utiliser 2-3 fois. On peut utiliser pour toujours. La Côte d'Ivoire produit chaque année environ 200 000 tonnes de sachets plastiques. Le secteur emploie 10 000 personnes. Pour préserver ces emplois, le gouvernement invite les industriels à se tourner vers les sachets plastiques biodégradables dont l'impact environnemental est plus réduit. Une convention a été signée le 4 avril 2014 entre le gouvernement et les industriels pour mettre en place une filière de rachat et de recyclage des déchets plastiques. La journée mondiale de l'alimentation a été célébrée ce jeudi, une journée dédiée à la promotion de l'agriculture familiale qui concerne une personne sur 6 dans le monde. En Afrique, le modèle agricole familial représente environ 80% des exploitations. Au Bénin, c'est un peu moins, une entreprise agricole sur 2 est familiale. Reportage de notre correspondante au Bénin, Chéraliao Tawema. Quel est l'apport de l'agriculture familiale à la sécurité alimentaire? C'est le thème de la 34e édition de la Journée mondiale de l'alimentation, célébrée ce jeudi 16 octobre au Bénin, à l'instar de nombreux pays dans le monde. Au cours de ces dernières années, la lutte contre la faim a connu des avancées notables de par le monde. En effet, 63 pays en développement ont atteint le premier objectif du millénaire pour le développement, qui consiste en la réduction de moitié de la proportion de personnes souffrant de sous-alimentation chronique. Il importe de mentionner que le Bénin a réussi à se hisser dans ce groupe de pays performants. Le parcours de ces pays nous enseigne que si nous voulons gagner la guerre contre la faim, un engagement politique, une approche globale, la participation de l'ensemble de la société et l'agriculture familiale sont des éléments indispensables. Le modèle agricole familial représente environ 80% des exploitations africaines. Au Bénin, plus de 50% de la population s'adonne aux activités agricoles dans des fermes familiales. Aussi, environ 90% des produits vivriers proviennent de ces exploitations. Malgré sa contribution à la sécurité alimentaire, l'agriculture familiale demeure en proie à une baisse de l'utilisation d'engrais et un faible niveau de mécanisation. Le plan stratégique de relance du secteur agricole s'attaque prioritairement à la diversification de l'agriculture, à l'organisation des filières agricoles, à doter bien entendu par des chaînes de valeur d'ici à là, au-delà du seul coton qui a été promu jusqu'à nos jours. Lancé en 2010 au Bénin, le plan de relance du secteur agricole vise à identifier des filières porteuses de l'agriculture, telles que l'ananas, l'anacarde, le karité entre autres, et en assurer le financement. Modèle estimé pertinent, l'agriculture familiale est inscrite au cœur de ce programme afin de lutter contre la faim. Je vous le disais en titre, plusieurs gouvernements africains souhaitent adapter leur système éducatif à leur réalité en intégrant la langue maternelle à l'école. Le Burkina Faso a généralisé l'apprentissage de la langue locale en 2002. Le Rwanda l'a suivi en 2009. Mais plusieurs facteurs viennent freiner cette volonté politique, comme le manque de matériel didactique adapté. Explication de Guevanido. Face aux nombreux défis du XXIe siècle, le continent africain jure par une éducation de qualité pour se positionner dans le concert des nations. Une décision qui justifie l'insertion de l'apprentissage de la langue maternelle au sein de la plupart des programmes scolaires sur le continent. Ceci après avoir longtemps adopté la langue du colonisateur comme langue officielle. Au Burkina Faso, le faible taux de scolarisation au lendemain de l'indépendance a obligé l'État à organiser des états généraux de l'éducation en 1996.
Une rencontre qui a abouti à l'introduction généralisée des langues nationales dans les programmes scolaires en 2002 et qui a nettement amélioré le taux de scolarisation passé de 6% en 1960 à 65% en 2012. Cela lui donne en tout cas beaucoup de possibilités d'aller bien dans ses études. Je crois que c'est ce qui a convaincu le gouvernement. Et vous savez aussi que la langue est un facteur de culture. Et si nous voulons développer notre culture, nous ne pouvons pas laisser tomber notre langue de côté. Et la langue aussi permet d'unir toute la communauté autour de l'école. Même constat au pays des 1000 collines où le Kinyarwanda a connu son entrée au sein du système éducatif en 2009, notamment à la maternelle et dans certaines classes du primaire. L'idée étant de mettre le Kinyarwanda au même niveau que l'anglais et le français, cette politique commence par se tailler une place favorable au sein des programmes scolaires. Toutefois, force est de constater que cette politique adoptée par la plupart des États africains se heurte à des réalités multiformes, comme la réticence de certains parents ou encore les discordes entretenus dans le choix des langues locales à enseigner. C'est la mentalité de certains parents qui ne donnent pas de la valeur à la langue maternelle et qui pensent que vraiment, il faut, quand on étudie, quand on apprend la langue maternelle, c'est l'aliénation. Pourtant, ce n'est pas ça. Donc, ce n'est pas ça parce que tous les parents parlent la langue maternelle d'abord. L'enseignement de la langue maternelle se voit aussi confronté à d'autres réalités, comme le manque de suivi pour sa pérennisation et le manque de matériel didactique. Au Burkina Faso, ce sont au total 8 langues nationales qui sont utilisées dans l'enseignement bilingue. Ces langues sont enseignées à 90% en première année, pour n'être qu'à 10% en 5e année. Plus alarmant, elles ne sont pas prises en compte lors des examens officiels. Autant de réalités qui remettent sur le tapis la question de la refondation du système éducatif africain. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.